Oda a tout prévu et joue avec nos nerfs dans ce chapitre qui part dans tous les sens. Le pouvoir du diable, le destin d'Elbaf, l'adversaire d'Imu, mais surtout le réel plan d'Oda derrière ce chaos total. J'analyse tout dans cette vidéo, mais avant ça, abonne-toi et lâche un like si toi aussi t'étais comme ça pendant la lecture du chapitre. On est parti. On pensait qu'Elbaf était dans la sauce, ben là c'est la giga sauce. Avec ce chapitre qui commence directement par une déferlante de haki démoniaque. Killingam invoque ses MMA là, les démons oniriques, grâce à des portails de cauchemar, des créatures qui peuvent ressusciter à l'infini. C'est le chaos, le Ragnarok a bien commencé sur la terre des géants. Et Imu révèle sa forme démoniaque, le diable, l'incarnation du démon qu'on avait vu sur la fresque d'Elbaf. Regardez-moi cet attirail entre le trident, les ailes, la queue. Elle est aussi détestable que le skin de Timo. Et sa queue rappelle sacrément le pouvoir de Gunko. Alors est-ce que Gunko a pu être choisi comme l'hôte parfait, un peu comme Orochimaru avait choisi Kimimaro? Et ce dieu maléfique invoque des pistolets d'arçon géants et des livres démoniaques pendant que Sommer se régénère. Et les Mugiwara, eux, ils sont toujours bloqués. Ah, ils ont pas bougé depuis 2 chapitres, hein. Ils sont pépouses sur la chaise de camping, ça boit l'apéro carrément. Le Monster Trio, ils se dorent la pilule, bordel, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils captent pas les explosions, le haki d'Imu, ils ont pas vu Gaban tomber du ciel? Ils sont en train de tchatcher et bouffer la viande avec Loki. Brogy, il est missionné pour aller tuer Jarl. Le pauvre Jarl, il s'est déjà pris une épée dans la tête, sa dignité est déjà au plus bas, mais là son honneur de guerrier d'Elbaf ne le fera pas reculer. Et malheureusement, je donne peu cher de sa peau dans les prochains chapitres. On apprend enfin pourquoi Imu est immortelle, et comment elle règne sur le monde depuis des siècles. Imu offre le pouvoir et l'immortalité en échange de l'espérance de vie de sa cible. C'est ce pacte de sang qui a un jour été proposé aux doyens et qui a amené Saturne à sa perte. Le même pacte qui a été proposé aux chevaliers divins et qui leur donne cette immortalité et régénération. Ils sont donc tous en pacte avec le diable. Il est possible que ce soit ce pacte qui ait poussé Loki à tuer son père. Harald, contrôlé par Imu, serait devenu une menace pour Elbaf et les géants. Et Loki aurait été obligé de l'arrêter. Parce que Imu, elle envoie ses pactiseurs dans l'Upside Down, tout droit en enfer, les transformant en leur forme déchue, des sbires démoniaques. Elle prend le contrôle de toute l'armée des géants avant de s'exclamer « Pas mal, c'est donc ça la puissance d'Elbaf ». Avec cette incroyable dernière planche qui fait écho à celle du chapitre 1142, mais en encore plus hardcore. Et là où on avait des guerriers au premier plan prêts à partir en guerre, désormais on voit les mecs fuir et on voit difficilement qui pourrait faire face. Qui peut désormais les arrêter? Eh bien, Luffy, Zoro et Sanji auront du pain sur la planche, ça promet un sacré combat. Et d'ailleurs, j'étais curieux de voir comment Loki allait pouvoir montrer sa puissance. On dirait qu'on a maintenant la réponse. Alors certes, Imu aurait mangé le fruit du démon originel, mais bien que ce pouvoir semble insurmontable, comme Itachi le disait, chaque force a une faiblesse. Son pouvoir prend peut-être beaucoup de temps à se recharger comme lorsque Luffy se transforme en Nika, ou peut-être que les pouvoirs de Im-sama peuvent être contrés par le haki des rois de Joy Boy. Pour ma part, j'espère que c'est Brook qui saura raisonner Gunko par une musique de son enfance et ainsi annuler l'emprise d'Imu. Ce serait encore plus beau si sa guitare était accompagnée des tambours de la libération. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, permettez-moi d'être honnête. Ça fait vraiment beaucoup en un seul chapitre. Je suis surpris mais pas déçu. Surpris car j'ai l'impression que ça va très vite et un peu dans tous les sens. On sait qu'on approche de l'arc final, on se dit qu'Imu est l'antagoniste final, pourtant elle arrive déjà sur la même île que Luffy. Et les chances d'un affrontement dans les prochains chapitres est déjà très élevée. Alors on voudrait peut-être voir d'autres choses avant cet affrontement. Où est Akainu? Que fait Barbe Noire? Où est Dragon? Que fait Aokiji? Et on peut arriver à se dire que Imu se manifeste trop tôt dans l'histoire pour qu'elle soit l'antagoniste final. On voit mal le fight final arriver aussitôt, ce qui conclurait le manga. Et si c'était plutôt Barbe Noire qui était vouée à être l'antagoniste final de Luffy, qui met en place son plan secret dans l'ombre, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Donc ça aurait du sens que Imu sorte déjà de sa tanière et qu'elle se fasse fumer par les Mugiwara pendant que Barbe Noire prend le contrôle du monde. Et d'ailleurs c'est en fait très logique qu'elle sorte maintenant. Tous ces événements un peu what the fuck servent en fait la narration et la progression du personnage de Imu. Beaucoup diront mais ça fait 25 chapitres, Imu elle aurait pu déjà plier le game. Mais les gars, rendez-vous compte, depuis Joy Boy il y a 800 ans, aucun être n'a pu se hisser à un tel niveau de puissance. Imu a su instaurer un régime totalitaire dans le monde entier, en réduisant les pays en esclavage, en restant à distance et régnant dans l'ombre, laissant le gouvernement mondial et la marine faire le sale boulot à sa place depuis des siècles, elle avait rien à faire. Et là, c'est depuis la diffusion de l'alerte de Vegapunk que le monde entier se prépare à la catastrophe. Ça a créé un véritable chaos, et ceci s'est enchaîné avec le retour de Nika, et surtout le siège de Marie-Joise. Sur le sujet, je vous renvoie vers ma dernière vidéo. Elle est dispo sur ma chaîne et elle détaille toute la situation à Marie-Joise. Bon, et après tant d'années, alors que la situation devient plus dangereuse que jamais, Imu elle a aucun autre choix que d'entrer sur le front. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Appeler du renfort? Le Gorosei s'est déjà fait ridiculiser et elle a dû rappeler les chevaliers divins pour aider à Marie-Joise. Envoyer la marine? Ils sont clairement pas au niveau. Faire alliance avec des pirates? Ils ont déjà mis des primes sur la tête de la marine. Le monde et tout le système qu'elle a mis en place est au bord du gouffre. Le temps de la stabilité est révolu. Ce qui se passe est donc cohérent avec tout le reste de l'histoire. Mais surtout, je pense qu'il faut réellement profiter de l'œuvre. Faut pas attendre qu'elle se déroule exactement comme on l'a prédit pour valider ou invalider des théories. Ayez d'abord confiance
confiance en Oda, il ne nous a jamais déçus. À chaque fois qu'on s'est demandé mais pourquoi il se passe ça, on a toujours eu une révélation ou une raison de fou furieux qui donne tout son sens à l'histoire. Alors attendons que l'histoire se déroule d'elle-même et nous révèle tous ces mystères. Car personne ne connaît mieux la théorie derrière One Piece que son propre créateur. En tout cas, on en saura très vite davantage dans le chapitre de cette semaine. D'ici là, pose ton like si t'as bien aimé la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater l'analyse de la semaine prochaine. Sayonara!